Voilà, je vous invite à vous réinstaller. Il faut qu'on tienne à peu près l'horaire, faute de quoi l'apéritif nous attendra trop longtemps, ce serait dommage. On va recommencer par une vidéo, donc ce serait dommage de la manquer. Bleu, c'est bleu non AGM? Je dirais bleu. Bleu. Je me souviens des stylos blancs avec écrit AGM en bleu. Le journalisme, c'est quelque chose d'infini et qui est très évolutif, donc bleu comme le ciel. Bleu comme le lac de Neuchâtel, parce que la JM, si elle n'était pas à Neuchâtel, ce serait pas la JM. Une pieuvre, ça rejoint un tout petit peu le journalisme Shiva, avec ses 8 bras, mais plutôt 8 tentacules. Désormais, le journaliste doit être capable de tout faire, il doit être capable d'écrire, de filmer, d'enregistrer. Enfin voilà, il doit tout gérer et je pense que c'est une assez bonne métaphore. Une qualité, l'audace. Moi, c'est la qualité que je préfère dans le journalisme et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, donc l'audace. Une boîte où on met un petit peu tout ce qu'on a appris durant ces 2 années. De temps en temps, on essaie de l'ouvrir pour ressortir 2-3 choses, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça reste un petit peu fermé parce qu'on oublie puis qu'on est dans le feu de l'action de l'actualité. Faut un peu une colle quand même. Peut-être le décathlon ou alors j'hésite entre le sprint et le marathon, mais quelque chose d'assez fatigant. Christophe Colomb parce qu'il va explorer de nouveaux mondes. L'odeur de transpiration de 26 personnes rassemblées dans une salle qui sont en train de se donner à mort sur un exa ou un cours. Là, je pense notamment à Géraldine Mühlmann qui nous a bien fait transpirer à notre époque. Ça serait un goût assez contrasté. Aigre-doux, pourquoi? Parce qu'à la JM, on passe un peu par toutes les sensations, toutes les émotions. Et donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très douces et très agréables. Par contre, il y en a d'autres qui sont compliquées et qui nous confrontent à des situations très complexes. Et à la fois d'un côté un goût citronné et puis un goût plus sucré parce qu'en fait il y a de tout. Il y a des moments où on est vraiment stress. Et du coup là c'est des moments plus citron et puis d'autres où on a plus le temps de se faire plaisir, de découvrir, de faire des erreurs, d'apprendre. Et là ce serait plus le côté sucré. L'hiver avec de la neige et du verglas, et puis Anne y va et ses talons aiguilles. La bohème. We are the champions, my friend. C'est la chanson que j'avais en tête, je sais pas maintenant. Je sais pas si vous allez pouvoir en faire quelque chose. On essaye. Voilà pour toi. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle David Gerber, je suis postdoc à la JM. J'ai quelques minutes pour vous parler de l'un de nos projets qu'on mène à la JM, qui est lié à la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est donc à travers ce projet une thématique qui nous préoccupe au cours de l'année à la JM. Ah oui, vous ne m'entendez pas bien, d'accord. Alors, ça s'appelle l'Observatoire européen du journalisme, ou fr.ejo.ch pour son site web. C'est un site de réflexion et d'échange sur le journalisme et les médias. Il a été lancé il y a presque une année maintenant, en octobre 2017, comme volet francophone du réseau European Journalism Observatory. Juste un petit détail, le site que vous voyez là, il est plus à jour parce qu'aujourd'hui on vient de mettre à jour avec la vidéo notamment de Ted Conover que vous avez pu voir plus tôt cet après-midi. Il y a une deuxième vidéo bonus si on veut qui approfondit un petit peu. Test. C'est mieux comme ça?
Voilà. Donc il y a 2 vidéos de Ted Conover que vous pouvez visionner dès à présent sur le site. Il y aura aussi, juste à la fin de l'après-midi, un texte de Éric Neveu, que vous allez entendre après moi, avec Anne Niva, qui nous a fourni une version papier des idées qu'il a amenées ici. Donc le fr.egio.ch vise à créer des liens entre la recherche, la pratique et les publics, à vulgariser et diffuser la réflexion académique et professionnelle, et à favoriser le dialogue entre les journalismes. En somme, c'est une agora qu'on a essayé de créer, qui cherche à promouvoir un débat public, informé et productif sur le journalisme, la réflexivité dans les médias d'information et l'intercompréhension entre spécialistes et les publics. Donc, notre site s'insère dans un réseau plus large, qui est European Journalism Observatory, donc EJO, d'où l'acronyme qu'on utilise. C'est un réseau européen de partage de connaissances entre des institutions actives dans l'enseignement et la recherche sur le journalisme. Il y a des sites dans 14 langues et 13 pays qui s'étendent un peu chaque année. Et d'ailleurs, maintenant, il s'étend même au-delà de l'Europe, puisqu'il existe aussi un AJO pour Aero Journalism Observatory qui est basé à Tunis. Donc ça a été créé en 2004 au Tessin, à l'Università della Svizzera Italiana, à Lugano, qui est un peu essaimé. On a des institutions assez prestigieuses comme le Reuters Institute de l'Université d'Oxford, qui anime le site anglophone, qui est un des plus lus et animés du réseau. Mais un ensemble d'autres institutions de recherche et de formation au journalisme à travers le continent. Donc la page francophone. Notre site s'insère donc dans ce réseau, et on partage l'infrastructure technique, on mène des recherches collectives avec les autres institutions, on met en commun des contenus qu'on produit ou que les autres produisent, et ensuite on les traduit dans les différentes langues, tout en restant indépendant éditorialement, on choisit en gros ce qu'on reprend. Notre site en particulier s'intéresse au monde du journalisme francophone en Europe. Il a été financé par le Fonds national pour la recherche scientifique à hauteur de 196 000 francs pour le démarrage. Et il est animé et édité donc, par l'AJM, où toute l'équipe quasiment participe sous l'égide d'Annick Dubié, qui est porteuse du projet. Donc si vous nous contactez, vos contributions seront éditées par moi-même, mais aussi par Pauline Cancella qui est ici, ou encore Elena Burgler qui participe aussi. Enfin, tout le monde a mis les mains à la pâte pour une occasion ou l'autre. Donc les contenus proviennent principalement de professionnels et de chercheurs du monde des médias. Entre d'autres termes, c'est des personnes comme vous ici. C'est pour ça que cette présentation est en premier lieu une invitation à nous livrer vos réflexions documentées, vos comptes rendus, vos enquêtes concernant l'exercice du métier. Alors, juste pour vous donner un aperçu des types de contenus que publie EJO, pour vous donner envie de nous lire et espérant d'y contribuer peut-être. D'abord, je prends l'exemple de quelqu'un que vous avez entendu tout à l'heure, Benoît Grevis, qui nous a fourni un commentaire documenté pour analyser et mettre en perspective l'actualité des médias. Donc là, en l'occurrence, c'était l'épisode en début d'année où La Voix du Nord a annoncé cesser de donner à relire ses interviews aux politiciens, où Benoît Grevis met d'abord en comparaison ou en contexte les codes déontologiques francophones en matière, et souligne que, voilà, à travers l'événement, on lit un besoin, en France en tout cas, mais ailleurs aussi, de repenser le rapport de force avec le monde politique, notamment en termes de crédibilité. Un autre exemple, cette fois par un journaliste, c'est un peu notre article star en termes de visibilité. C'était une enquête de Nicolas Becquet, que vous avez entendu ce matin, pour ceux qui étaient là, qui a enquêté sur le financement de contenu dans de grands groupes de médias en France par Facebook pour favoriser leur format live. Et voilà, c'est une révélation qui a fait grand bruit l'année dernière, qui a été repris notamment par Mediapart, qui a été traduit chez EJO dans différentes langues.
et où il a complété son enquête par une réflexion critique sur les effets de cette stratégie sur le paysage médiatique. Un autre exemple, c'est évidemment, je dirais, c'est des articles qui rendent compte de recherche, où là, bien sûr, des chercheurs ou chercheuses nous rendent compte de leurs travaux. L'exemple ici que j'ai pris, c'est une équipe de chercheurs en sciences de l'info et de la communication qui ont essayé d'évaluer l'impact du crowdfunding sur les contenus et les processus éditoriaux dans des médias francophones. Et voilà, le point peut-être intéressant, le plus intéressant, c'était qu'il montrait qu'il y avait une participation, enfin qu'il y avait un effet, un impact de la forme de participation, du degré de participation sur les processus éditoriaux, et que cet impact pouvait aller à l'encontre des intérêts en fait, qui pouvaient ne pas être souhaitables, en fait, que c'était un peu des recherches, voilà, des résultats contre-intuitifs. Une autre forme d'étude, bon là c'est plutôt ce que je disais au début, c'est vraiment notre collaboration avec les autres institutions l'année dernière, où les différents instituts ont fait ensemble une petite étude sur la place des femmes dans les médias d'information en Europe. Et on a, voilà, nous on s'est occupé à l'AJM du corpus de médias francophones en Suisse. On a montré que, alors que la profession est composée à peu près à parité par des hommes et des femmes, seuls 16% des articles étaient signés par une femme seule identifiable, et qu'au niveau visuel, seuls 11% des photos représentaient des femmes exclusivement, contre 42% qui représentaient des hommes. Cet article-là est paru un peu dans une série d'autres articles sur la question de l'égalité de genre dans les médias. On a aussi eu un article un peu follow-up par une journaliste belge qui s'appelait Pamela Morinière, qui a documenté toutes les initiatives qui se prenaient dans le monde du journalisme pour essayer de contrer ou de changer cet état de fait en Europe. Un autre format qu'on a, c'est les interviews, voilà, qui est une autre façon de participer sur la plateforme. Ça peut être des professionnels, ça peut être des académiques. Ici, l'exemple, c'est... L'exemple, c'était le journaliste de la RTS, Nicolas Schiao, ça se prononce comme ça, je crois, qui nous livre donc 3 ans après, ou même plus, 4-5 ans après, l'émission Exil qu'il a produite avec la RTS, où il a suivi des trajectoires migratoires de migrants au port de l'Europe, qui entraient en Europe, et voilà, qui a mis à profit tout un ensemble d'outils Mojo, les réseaux sociaux, et surtout le smartphone comme outil de travail, et qui documente à la fois l'aspect journalistique, technique, et l'aspect humain de cette aventure, en fait, et c'est au niveau humain en tout cas assez touchant et assez inspirant en termes de coulisses de journalisme. Finalement, il y a aussi des interviews vidéo. On a pour l'instant interviewé, vous avez vu aujourd'hui Ted Conover qui est donc maintenant en ligne. L'exemple ici, c'est le sociologue Jean-Marie Charon, qui est intervenu dans le cadre d'événements organisés par l'AJM et qui a livré une interview vidéo sur les enjeux actuels pour la presse locale, qui identifie pour lui les 4-5 gros enjeux d'avenir, ou contemporains en tout cas, qui sont la segmentation des publics, la distinction entre urbain et rural avec des attentes et des besoins différents, et l'expérimentation dans laquelle est actuellement ce secteur en termes de modèle, et bien sûr la question du numérique. Finalement, et ça c'est last but not least, on publie aussi des travaux d'étudiants, puisque les étudiants, on en parlait ce matin, réalisent des travaux d'études, de fin d'études, qui ont toute une partie professionnelle, on va dire, mais aussi toute une partie documentée, académique, et qui gagnent à être connus en fait au-delà du cercle restreint des enseignants ou des 2-3 personnes qui vont les lire ici. Donc là, on a l'exemple de Hannah Schlapfer, qui est diplômée AJM, qui sont, sauf erreur, parmi nous, de la Vol 8, qui nous a donné à lire en fait une synthèse de son condensé de son mémoire, où elle a fait une revue de littérature sur la place du récit dans le journalisme politique.
Et d'autres sont d'ailleurs en cours, qui vont paraître de la volée actuelle, qui vont paraître cet automne. Mais c'est un appel aussi à tous les alumni présents. Si votre mémoire vous a beaucoup préoccupé ou que vous avez l'impression que vous aimeriez le donner à lire à d'autres personnes qui sortent de la bibliothèque poussiéreuse, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, pour résumer, qui peut contribuer? Bien sûr, les professionnels avec des réflexions documentées, avec des enquêtes, des retours d'expérience, les chercheurs, chercheuses avec des travaux de recherche ou des réflexions sur l'actu des médias, et donc les étudiants qui peuvent nous envoyer leur mémoire ou des synthèses ou des retours sur leur mémoire. Il y a aussi un autre exemple que je n'ai pas cité qui est des recensions d'autres travaux qu'on a publié, notamment Elena Würgler qui a lu l'ouvrage récent d'Alain Clavien sur l'histoire des médias suisses. Et bien sûr, c'est ouvert aux étudiants d'autres filières. Donc, je m'adresse aux collègues français et belges qui sont là. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos apostilles. Donc, en gros, si vous nous envoyez une de vos réflexions, à quoi vous exposez, on vise en général des articles autour de 8000 à 15 000 signes, mais forcément assez flexible vu que c'est en ligne. Des vidéos courtes ou d'autres formats, images, photos, à vous de voir, dessins, qui sont ensuite soumis à un processus de relecture. Donc là, on est plus dans le versant académique, on joue le jeu du peer review, où vous avez le commentaire que vous recevrez qui sera rédigé par une équipe de l'AJM, où on vous demande éventuellement des reformulations ou des explications, des arguments, etc. Un travail d'édition qui est fourni aussi par nous, avec d'enrichissement web, où on met à profit aussi la compétence des étudiants. Finalement, une publication libre, dans le sens où les articles peuvent être repris, à condition de citer bien sûr l'auteur, et en particulier repris donc, par le réseau EJO, il y a une veille mutuelle où on reprend assez régulièrement des contributions. Donc c'est une bonne façon de donner à voir vos articles dans d'autres coins de l'Europe que le public francophone. Voilà, peut-être qu'on peut aussi ajouter le fait qu'on peut bien sûr aussi publier des articles déjà parus. On montrerait volontiers en matière aussi pour des choses que vous avez écrites qui ont pu paraître dans un quotidien ou ailleurs et qu'on pourrait reprendre avec votre autorisation. Et pour finir, j'ai eu une petite contribution de Nicolas Becquet qui était en route pour l'AJM et qui nous a fait un petit retour pour vous vanter les mérites de l'EJO. Bonjour, cette année j'ai eu le plaisir de collaborer avec la plateforme de l'EJO concernant une enquête sur la rémunération par Facebook de grands médias français pour produire du live et des vidéos. Et dans ce cadre, donc, nous avons travaillé avec toute l'équipe. J'ai particulièrement apprécié cette collaboration, d'une part pour la qualité de l'expertise sur le numérique, les plateformes, les médias. J'ai aussi apprécié la qualité du suivi de l'édition du texte en lui-même. Et puis, ce qui est un avantage véritablement, c'est la possibilité d'être traduit dans plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, l'italien et même l'ukrainien. Et donc ce qui a permis de diffuser très largement ce texte. Et quand on écrit un texte, quand on fait une enquête, le désir est de le propulser, de le partager avec le plus grand nombre. Or ici ça a été vraiment le cas, notamment avec la reprise par Mediapart de ce texte qui a permis en fait de créer au total environ 110 000 lectures de cet article, ce qui est énorme. Donc voilà, je collaborerai à nouveau avec l'EJO avec un grand plaisir. Alors donc merci à Nicolas pour la petite contribution. Si quelqu'un a envie d'écrire quelque chose sur les avantages et les désavantages du Mojo, c'est peut-être une occasion. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On fait aussi une petite veille réseaux sociaux à dose homéopathique 1 ou 2 fois par semaine. Vous avez des liens, des tweets notamment, ou à m'écrire directement par mail. Merci beaucoup. Tu introduis le film? Je vais direct.
petite interlude vidéo avant de passer à la suite. Léa Husenaut, volet 5 de la JM et je travaille pour Canal 9, la TV locale valaisanne. Je m'appelle Jérémy Favre, je suis journaliste aux 20 minutes et je faisais partie de la volée 8 de la JM. Enquête. Reportage, j'aime ce lien immédiat du reportage et puis finalement le contact plus facile avec les gens. Snapchat, ça s'efface, donc Instagram parce que ça reste dans le temps. Instagram, ça se rapproche plus de ma vision du réseau social. Numérique pour les possibilités que ça offre. Je dirais médias numériques parce que ça a plus d'avenir. Son. Il y a moyen de créer tout un imaginaire et ça permet à mon avis à l'auditeur aussi de mieux se concentrer. Vidéo, l'image c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Plutôt salarié pour l'instant. Salarié, c'est quand même une sécurité financière non négligeable, surtout pour la profession qu'on exerce. Optimisme, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'est pas optimiste un minimum, on n'arrive pas à avancer, donc optimiste à 100%. Pessimiste dans le futur proche, optimiste pour le futur lointain. Question difficile. Collectif, ça aussi c'est ce que j'ai appris vraiment à travers mon stage pratique. En tout cas, quand on est jeune journaliste comme nous, c'est pas mal d'avoir des gens à côté qui puissent aussi nous conseiller ou dont on puisse s'inspirer. Le côté solitaire, on y est forcément confronté dans notre pratique collective. Je pense que souder les liens, c'est aussi non négligeable. Je sais pas si je peux le dire, mais je dirais entre les deux. Dans le côté édition, il y a ce côté un peu chef que j'aime beaucoup. Bon allez, je dirais édition pour le petit challenge. Pendant mon deuxième stage à JM, j'ai fait de l'édition et j'ai trouvé ça hyper cool. Devoir couper, devoir essayer de rentrer les choses dans les cases, c'était vraiment pas mal. Moi je travaille avec le smartphone, je suis de cette génération, donc smartphone. Plutôt carnet, un peu vieille école, mais j'ai de la difficulté à écrire des notes sur mon téléphone, les grandes mains. Local, j'ai testé le local, j'ai trouvé ça cool. Le contact des gens, concernant, je trouve. Local, la facilité, la proximité et puis le rapport avec les gens, il est vraiment plus sincère. Article. Notre travail c'est l'information, donc je suis plus le côté article que édito. Mais de temps en temps un bon édito ça fait du bien. Pour le côté féministe, Esther et puis Darius parce qu'on le connaît depuis toujours. Le 1930 c'est vrai que c'était une tradition chez moi, donc je dirais Darius. Darius, gendre idéal. Moi je suis plutôt élitiste et puis pour les reportages, le côté populaire m'attire beaucoup, donc je dirais aller populaire. Populaire. Le management ça m'attire beaucoup, donc management. Déontologie. Le reportage en immersion. J'en ai jamais fait encore, mais c'est un truc qui me dirait bien. Reportage en immersion, le lien qu'on peut construire pendant un reportage en immersion, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Fact-checking, bien sûr. Allez, fact-checking, c'est clair que c'est indispensable. La fake news, tu te prends une fois dans le filet et puis tu peux plus t'en sortir. Donc clairement, fact-checking à 1000%.